Voici le dernier moment de Claude Autant-Lara. Avant de mourir, il a avoué quelque chose qui a choqué le monde. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à sa carrière pour toujours. Claude Autant-Lara, figure légendaire du cinéma français, maître d'un art à la fois audacieux et provocateur, a traversé presque tout le XXe siècle comme un symbole de liberté et de controverse. Mais derrière la stature imposante du réalisateur de La Traversée de Paris, se cachait un vieil homme hanté par la peur de l'oubli et les ombres du déclin. Dans ces dernières années, alors qu'il approchait du seuil fatidique des 100 ans, un incident étrange et tragique a marqué la fin de sa vie, une chute brutale depuis une hauteur qui a précipité une longue agonie. Les archives personnelles et quelques notes écrites par ses proches parlent d'un accident survenu dans le calme trompeur d'un après-midi, alors qu'il tentait d'atteindre une étagère haute dans sa maison. Son corps frêle, affaibli par l'âge, céda à l'équilibre fragile, et il s'effondra lourdement, entraînant fractures et complications. Cet épisode, passé sous silence, fut en réalité le dernier signal d'alarme d'un organisme épuisé. Ce qui choque, ce ne fut pas seulement la violence de la chute, mais la lucidité tragique avec laquelle Autant-Lara en parla dans ses derniers jours. Selon un témoignage rare, il aurait murmuré « Tombèrent, c'est accepter que même un monument s'écroule, et je suis prêt ». Cette phrase, notée par une infirmière, résonne comme un adieu, une confession philosophique, presque cinématographique. De réalisateurs sulfureux à patriarches zolés, le chemin d'Autant-Lara s'achève dans un mélange de silence et de mémoire douloureuse. Le cinéma, qu'il considérait comme un combat permanent contre les conventions, lui échappait désormais, tout comme la maîtrise de son propre corps. Le monde, lui, avait tourné la page, absorbé par d'autres voix, d'autres images. Mais dans cette chute finale, il y avait une vérité cachée. La fragilité de tous les génies, la fin inévitable d'un homme qui pourtant avait bâti des histoires immortelles. Claude Autant-Lara n'était pas seulement un réalisateur, il était une institution vivante, un artisan du cinéma français qui, tout au long du XXe siècle, sut se réinventer, provoquer et captiver. Né en 1901, il avait vu naître le cinéma parlant, connu les heures sombres de l'occupation et les triomphes de l'après-guerre. Pour beaucoup, il incarne cette génération d'artistes façonnés par la douleur et l'espoir, dont chaque film portait en lui un fragment de l'histoire. Il débute sa carrière comme décorateur, puis comme assistant réalisateur, avant de s'imposer dans les années 1940, avec des œuvres audacieuses comme Douce ou Sylvie et Le Fantôme. Mais c'est La Traversée de Paris, 1956, avec Jean Gabin et Bourvil, qui le propulse au rang des maîtres incontestés du 7e art. Son style est marqué par une ironie grinçante, une lucidité sociale presque cruelle et une élégance visuelle inimitable. Autant-Lara ne se contentait pas de raconter des histoires. Il grattait la surface de la société, révélant ses hypocrisies, ses failles et ses secrets. Pourtant, cet homme à la verve tranchante et aux convictions affirmées devint, dans ces dernières années, une figure controversée. Ses prises de position politiques, parfois jugées excessives, lui valurent des inimitiés dans le milieu du cinéma et des critiques virulentes. Mais au-delà des polémiques, l'homme restait fidèle à une idée fondamentale. Le cinéma devait déranger, interpeller, provoquer un choc. À l'aube de ses 90 ans, alors que la plupart des hommes se retirent dans le silence, Autant-Lara continuait de parler, de débattre, de livrer ses souvenirs. Pourtant, derrière ce vernis d'énergie, la fragilité s'installait. Sa santé déclinait, la mémoire vacillait par instants, et son corps, autrefois solide, peinait à suivre son esprit encore acéré. C'est dans ce contexte de vieillesse assumée mais douloureuse que survint l'incident qui allait marquer ces derniers mois, une chute banale en apparence, mais fatale dans ses conséquences. Ce n'était pas un tournage, pas une scène orchestrée par une caméra, mais la réalité crue, celle d'un homme seul, confronté à la gravité, au sens propre comme au figuré. Les blessures physiques étaient graves, une fracture du bassin, des hématomes internes, et elles accélérèrent un affaiblissement déjà présent. Cet accident devient, en quelque sorte, le symbole de sa vie entière, une lutte constante contre la chute, qu'elle soit sociale, artistique ou personnelle. Autant-Lara avait toujours été un provocateur, un combattant.
Mais cette fois, il n'y avait plus de dialogue à écrire, plus de cadre à ajuster. Il devait affronter la chute finale avec la même dignité que ses héros, souvent pris au piège des tragédies ordinaires. Le scandale, s'il en est un, réside dans le silence qui entoura ce drame. Peu de journaux en parlèrent, comme si le monde voulait se souvenir de lui tel qu'il était dans ses heures de gloire. Un cinéaste flamboyant, et non un vieillard blessé. Pourtant, ceux qui le connaissaient savaient que cette chute l'avait profondément marqué, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Au cœur de ce récit, il y a une vérité universelle. Même les géants tombent, et lorsque cela arrive, l'écho de leur chute est plus lourd que n'importe quel scandale. Claude Autant-Lara avait toujours eu un don particulier pour transformer les faiblesses humaines en récits puissants. Ses films, de l'Auberge rouge à Le Rouge et Le Noir, sont traversés par cette tension entre grandeur et décadence, entre héroïsme et fragilité. Il est donc presque ironique que sa propre vie, en ces derniers instants, ressemble au scénario d'un drame qu'il aurait pu lui-même filmer, une chute, un déclin et une vérité qui dérange. L'événement initial, celui qui a bouleversé ses proches et accéléré la fin de son parcours, reste cette chute brutale dans sa résidence. Ce jour-là, Autant-Lara, malgré ses 98 ans, insistait pour rester indépendant. Il refusait qu'on le traite comme un vieillard fragile. Mais cette volonté farouche se heurta à un geste simple, anodine, tenter d'atteindre un objet trop haut, une imprudence banale qui allait changer tout. L'accident fut violent. Ses os, affaiblis par l'âge, ne résistèrent pas. Les médecins, alertés par ses proches, parlèrent d'une double fracture complexe, le genre de blessure qui, à cet âge, déclenche souvent une longue spirale de complications. Convalescence douloureuse, immobilisation prolongée, perte d'autonomie. Autant-Lara, l'homme libre et indomptable, découvrit alors ce que signifiait vraiment la dépendance. Le développement de cet événement se transforma rapidement en une tragédie silencieuse. Confiné à son lit, il revivait ses souvenirs de cinéma, mais avec une amertume croissante. Selon un témoignage de son entourage, il répétait souvent « J'ai dirigé des acteurs toute ma vie, et voilà que mon corps me dirige maintenant ». Cette phrase, mi-amère, mi-philosophique, résume l'état d'esprit d'un homme habitué à contrôler chaque cadre, chaque mot, mais désormais soumis aux aléas de la vieillesse. La rumeur de son état de santé circula timidement. Les médias, autrefois avides de ses déclarations polémiques, restèrent curieusement discrets. Peu être par respect, peu être par indifférence. Le cinéma français avait déjà changé de visage. Une nouvelle génération de réalisateurs occupait le devant de la scène, et l'héritage d'Autant-Lara, bien qu'immense, paraissait soudain relégué au rang de souvenir. Le point culminant de cette tragédie fut atteint lorsqu'il dut affronter la perspective d'une vie réduite à la douleur et à l'immobilité. « Ce qui me tue, ce n'est pas la douleur, c'est l'oubli », aurait-il confié à un proche. Cette phrase est terriblement révélatrice. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur la mémoire collective, celle que le cinéma grave dans l'histoire, la peur de disparaître sans laisser de traces était plus insupportable que la souffrance physique. Les conséquences de cette chute furent irrémédiables. Les semaines devinrent des mois, le corps s'affaiblissait, et avec lui, l'esprit commençait à se fatiguer. On raconte que, parfois, il demandait qu'on lui projette ses propres films, comme pour se rappeler qu'il avait existé autrement qu'en tant que vieillard brisé. Lors de la projection de La Traversée de Paris, il aurait murmuré « C'était ma guerre, c'était ma vérité ». Ce déclin s'accompagna d'un sentiment d'injustice. Autant-Lara, qui avait défié les codes, qui avait osé dire ce que d'autres taisaient, se sentait abandonné par le cinéma qui l'avait tant servi. Il avait toujours refusé l'idée de vieillesse honorable. Pour lui, la vie devait être une lutte jusqu'au bout, et il ne voulait pas que l'on se souvienne de lui comme d'un homme diminué. Et pourtant, c'est dans ce dernier combat que réside la grandeur d'Autant-Lara. Car même au bord du silence, il continuait de penser comme un réalisateur. Il voyait son propre déclin comme un dernier acte, une scène finale qui, si elle était bien racontée, pourrait encore toucher le public. Dans un carnet retrouvé après sa mort, il avait écrit « La vie n'est qu'un long travelling vers la sortie », une phrase qui, aujourd'hui encore, résonne comme un testament.
En conclusion, cette période de sa vie n'est pas seulement celle de la chute, mais aussi de la lucidité. Autant Lara savait que sa carrière s'était terminée bien avant sa vie et que ses films parleraient pour lui. Mais il a voulu, jusqu'au bout, livrer un dernier message. La vraie force ne réside pas dans la gloire, mais dans l'acceptation de la fragilité. Il y a toujours eu deux visages de Claude Autant-Lara, celui du réalisateur flamboyant, maître de la provocation et de l'audace, et celui de l'homme plus secret, parfois déchiré par ses propres obsessions. Dans ces dernières années, cette dualité devint plus visible que jamais. L'accident qui le cloua au lit n'était pas seulement un épisode médical, mais un révélateur, celui d'un homme qui se voyait déjà comme un fantôme, oublié par une époque qu'il avait pourtant contribué à façonner. L'événement, cette chute brutale, se transforma en symbole de tout ce qu'il redoutait. Les journaux n'en parlèrent presque pas. Quelques notes médicales et les témoignages de proches nous en donnent une vision intime. Le vieil homme, alité, se réveillant la nuit, hurlant par moments de douleur, ou murmurant des phrases énigmatiques comme « Je suis tombé comme mes zéros, sans musique ni projecteur ». Ces mots, rapportés par une infirmière, résument la manière dont il percevait sa propre fin, non pas comme une tragédie personnelle, mais comme une scène manquant cruellement de grandeur. Le scandale, s'il faut en parler, réside dans l'indifférence du monde du cinéma. Claude Autant-Lara, jadis célébré pour sa virtuosité et sa vision, fut peu à peu relégué au rang de relique. Ses opinions politiques, souvent provocatrices, avaient créé un malaise durable dans l'industrie. Même certains de ses anciens collaborateurs préféraient se taire plutôt que d'évoquer son nom. Il était devenu une ombre gênante, écrivit un critique après sa mort. Pourtant, derrière cette image ternie, il y avait un homme brisé, cherchant désespérément à laisser une trace. Dans ses dernières conversations, il parlait souvent d'un projet de film qu'il n'aurait jamais le temps de réaliser. Un film sur la vieillesse et la mort, inspiré par ses propres tourments. Il en avait esquissé quelques dialogues, dont une réplique glaçante. La vie est un long plan séquence qui finit toujours par couper sans prévenir. Ces fragments, retrouvés dans ses papiers, témoignent de son esprit toujours vif malgré la douleur. La rumeur voulut qu'il ait refusé plusieurs hommages officiels dans ces derniers mois. « Je ne veux pas d'adieu hypocrite », aurait-il déclaré. Si le cinéma veut m'enterrer, qu'il le fasse sans fleurs ni discours. Cette intransigeance qui avait fait sa force se retourna contre lui. Le monde choisit de se souvenir en silence. Le point culminant de cette vérité noire se situe dans ses ultimes heures, quand il comprit que la chute qui l'avait marqué n'était qu'un prélude à l'inévitable. Il demanda, dit-on, à revoir Le Rouge et le Noir, son adaptation magistrale du roman de Stendhal, et resta silencieux pendant toute la projection. À la fin, il aurait murmuré « Voilà ce que je laisse. Ce n'est pas parfait, mais c'est moi. » Ces mots gravés dans la mémoire d'un proche sonnent comme une épitaphe improvisée. Les réactions des médias et du public furent, à sa mort, partagées entre hommage et oubli. Quelques journaux rappelèrent son influence immense, notamment dans le réalisme sombre de l'après-guerre. Mais la majorité préféra évoquer les scandales de sa carrière ou ses déclarations polémiques. Ce contraste, presque cruel, souligne à quel point Claude Autant-Lara était un homme de son temps, mais aussi un homme en lutte permanente avec ce temps. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des films intemporels, mais aussi cette histoire méconnue, celle d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, affronta la solitude, la douleur et l'indifférence avec une lucidité rare. Sa chute n'est pas seulement celle d'un corps affaibli, mais celle d'un monument qui, même en s'effondrant, refuse de se taire. Claude Autant-Lara est l'un de ces artistes dont la légende se construit autant sur les œuvres que sur les zones d'ombre. Notre opinion, en tant que chaîne cherchant à dévoiler les vérités cachées, est que le réalisateur n'a jamais craint de déranger, que ce soit dans ses films ou dans sa vie. Il était un homme de conviction, parfois excessive, souvent incomprise, mais toujours profondément sincère. Ses films, comme La Traversée de Paris, Le Rouge et le Noir ou La Jument Verte, ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des miroirs tendus à la société française, reflétant ses hypocrisies et ses travers, avec une audace qui, à l'époque, choqua autant qu'elle séduisit. Autant-Lara fut un maître du sarcasme et de la critique sociale, utilisant l'humour noir et le drame pour forcer le spectateur à réfléchir.
Cependant, il serait hypocrite de passer sous silence la part plus controversée de sa carrière. Ses prises de position politique dans les années 1980 et 1990 ont contribué à ternir son image, éclipsant parfois son immense contribution artistique. De nombreux critiques ont choisi de ne plus séparer l'homme de l'œuvre, réduisant son héritage à une série de polémiques. Mais doit-on juger l'artiste par ses opinions ou par ce qu'il laisse derrière lui ? Notre avis est clair. Ces films demeurent des jalons essentiels du cinéma français, quelles que soient les zones d'ombre de sa vie personnelle. Ce qui nous frappe le plus dans l'histoire d'Autant Lara, ce n'est pas seulement la gloire ou les scandales, mais ce dernier chapitre méconnu, marqué par la chute et le silence. En tant qu'observateurs, nous y voyons une leçon universelle. Même les géants qui ont façonné notre imaginaire ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine. Sa chute physique survenue dans ces dernières années est une métaphore de la manière dont le temps finit par briser toutes les certitudes. Pour le public, cette histoire suscite des émotions contradictoires, l'admiration pour l'artiste, la tristesse pour l'homme et parfois une gêne face à ses paroles polémiques. Mais c'est justement ce mélange de lumière et d'ombre qui fait de Claude Autant Lara un personnage fascinant. Il n'a jamais cherché à être aimé de tous. Il voulait être entendu, compris et parfois même redouté. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez. Claude Autant Lara mérite-t-il d'être célébré comme un géant du cinéma malgré ses zones d'ombre ? Ou son héritage reste-t-il entaché par ses prises de position tardives ? Pour nous, une chose est certaine. Il a laissé une empreinte indélébile sur la culture française, et connaître les détails de sa fin tragique ne fait que rendre son histoire plus humaine et bouleversante. Il y a des histoires qui ne sont jamais racontées, mais maintenant vous les connaissez. Claude Autant Lara, ce cinéaste qui a traversé tout un siècle, incarne une époque où le cinéma français était à la fois un art et un champ de bataille. Ses films, drapés d'humour noir, d'élégance et de lucidité, ont marqué plusieurs générations. Et pourtant, derrière le rideau des succès et des polémiques, il y avait un homme vulnérable, rattrapé par le temps, la solitude et la fragilité. La chute qui marqua la fin de sa vie n'est pas un simple fait divers. Elle est une métaphore de tout ce qu'il avait redouté. La perte de contrôle, l'inéluctable déclin, l'oubli. Mais dans ce moment d'obscurité, on perçoit encore l'éclat du créateur qui ne renonce jamais à raconter une histoire, même la sienne. Les notes retrouvées, ces phrases brèves et lucides, résonnent comme un testament secret adressé à ceux qui voudront bien l'écouter. Le cinéma n'est pas la vie, mais il emporte les cicatrices. Aujourd'hui, nous regardons ces œuvres avec un mélange de nostalgie et de respect. Elles rappellent une époque où l'audace dominait, où un réalisateur pouvait encore choquer tout en séduisant. Claude Autant Lara n'a jamais cherché à être consensuel. Il voulait marquer, provoquer, laisser une trace, et il y est parvenu. Son héritage est là, gravé dans les images, les dialogues et les souvenirs de ceux qui ont vibré devant ses films. La scène finale de sa vie, avec ce corps affaibli mais cette lucidité intacte, ne fait qu'amplifier la puissance de son histoire. Elle nous rappelle que derrière chaque légende, il y a un être humain, avec ses fragilités, ses doutes et ses secrets. Il y a des histoires qui semblent vouées à disparaître avec le temps, mais celle-ci, vous la connaissez désormais. Et peut être qu'en revoyant la traversée de Paris ou le rouge et le noir, vous entendrez dans un coin de votre esprit la voix de cet homme qui disait « Tout film est une vérité déguisée, mais ma fin, elle, n'a pas eu besoin de scénario. »